Bonsoir. Bienvenue au Cœur des sciences de l'UQAM. Je m'appelle Catherine. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour notre première conférence de la saison qu'on va lancer en beauté avec Christian Messier, qui est professeur ici à l'UQAM et à l'UQO en aménagement forestier et en biodiversité. Donc, on va faire le point sur ce qui s'est passé cet été. On a eu un été chaud et puis on va parler de maintenant qu'est-ce qu'on fait. J'aimerais, avant de céder la parole à Christian, remercier Mixté, notre partenaire, remercier mes collègues à l'accueil et à la technique. Et nous, on se revoit dans 50 minutes, une heure à peu près, pour la période des questions. Bonne conférence! Merci. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu ce soir pour... J'imagine que vous pensez que vous allez entendre des bonnes nouvelles. Hein? En fait, je voulais commencer avec ça. Est-ce que ça vous inquiète ce qui se passe dans nos forêts? Oui. Bien, moi aussi. Est-ce que vous êtes découragé? Non? Faut pas. Moi, je suis un peu découragé, par exemple. Puis, je veux vous préparer, là, parce que je vais commencer avec les mauvaises nouvelles. Puis après ça, on va essayer de voir, est-ce que dans toutes ces mauvaises nouvelles-là, il n'y a pas quelque chose qui peut émerger, qu'on peut utiliser, puis peut-être essayer d'améliorer les choses. Fait que c'est comme un voyage, hein? On va commencer dans la partie plus sombre, puis éventuellement, on va peut-être voir la lumière. Donc, que faire maintenant suite au feu? Je vais vous parler des feux, puis je vais essayer de vous expliquer pourquoi il y a des feux, pourquoi ils sont là où ils sont, comment ça fonctionne un feu, pourquoi il y a des endroits que ça brûle plus que d'autres. On va essayer de démystifier ça, essayer de comprendre. Puis là, c'est là où ça devient encore plus déprimant parce que je ne voudrais pas qu'on pense que le seul problème qu'on a, c'est les feux. Il y en a beaucoup d'autres problèmes. En fait, si c'était juste les feux, ça ne serait pas si pire. C'est tous les autres problèmes qui viennent s'ajouter et qui vont causer des problèmes. Fait qu'on va passer ça en revue. Puis après ça, on va dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se cache, on se met la tête dans le sable, on coupe toute la forêt. Il y a des gens qui pensent qu'on devrait couper toutes les arbres. Puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est peut-être pas bête. Je ne suis pas d'accord, là, mais il y a peut-être des raisons de faire ça. Puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on devrait faire. Je ne sais pas si vous avez lu, là, j'ai écrit un article, une lettre dans la presse il y a quelques semaines, quelques mois. Je disais qu'il nous faut un plan Marshall. C'est comme en Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, d'essayer de faire quelque chose de majeur. Qu'on est rendu là avec notre forêt. Si on veut continuer à avoir des forêts qui fonctionnent, qui sont résilientes et qui nous donnent tous les bénéfices qu'on attend d'elles, je pense qu'il nous faut un plan Marshall. Bon, les feux de forêt. Je commence c'est une diapo de 2021, mais juste pour vous dire que le monde est en feu. Puis c'est pas... Comment je dis ça? C'est pas positif. Hein? Quand on vous dit que vous êtes en feu, ça peut être positif, mais dans ce cas-là, c'est pas positif. Regardez là, tout ce qui est en jaune, on peut le regarder, là, mais ça, c'est en 2021. Regarde, ça brûlait en Afrique, en Amazonie, dans le nord de la Russie, en Australie, dans la côte est des États-Unis, au Canada, pas au Québec. En 2021, on n'avait presque pas de feu. Mais à chaque année, il y a énormément de feux, puis à chaque année, il y a de plus en plus de feux. Ça, c'est pas très réjouissant. Puis si vous regardez ici ce que ça donne, les superficies brûlées au Canada là, dans les 34 dernières années, vous avez une idée de tous les endroits au Canada où ça a brûlé. Là. 34 dernières années, là, c'est une bonne proportion de la forêt boréale qui a brûlé. Puis si vous vous intéressez au Québec, peut-être que vous n'allez pas être surpris, mais c'est du côté ouest du Québec que ça brûle beaucoup. Fait que si vous êtes du côté est, vous devriez être moins inquiet que si vous êtes du côté ouest. Mais si vous êtes en Alberta, dans le nord de l'Alberta, puis de la Saskatchewan, ça brûle beaucoup, puis ça va brûler encore plus. Et en moyenne, là, il y a 2 millions d'hectares de forêt au Canada qui brûlent. Ça, c'est en moyenne. Il y a des années, il y en a beaucoup plus, il y en a qui en ont beaucoup moins. Puis c'est surtout le fait de seulement 3% des feux qui sont de grands territoires, des grands feux. On parle de feux de 100 000, 500 000, 1 million, 2 millions d'hectares. Ça, c'est les feux importants. 97%, c'est des petits feux
puis s'éteignent tout seuls ou qu'on peut contrôler. Mais il faut voir que la majorité des feux, l'importance des feux, là, c'est quelques feux, grande superficie, souvent très éloignés au nord, puis on ne va même pas les contrôler parce que c'est trop loin. Quelques diapos, en fait, c'est intéressant, c'est le Radio-Canada qui a fourni ça, j'ai trouvé ça intéressant. Juste vous donner une idée là, de la situation des feux en 2013. Ce qui est en rouge, ça veut dire que ça date de quelques semaines, ça brûle encore un petit peu dans le nord du Québec, ça brûle encore pas mal dans l'ouest. Puis là, ici, c'est les feux qui sont contrôlés ou maîtrisés. Vous voyez un peu où est-ce que ça a brûlé au Canada. Donc, presque pas en Ontario, au Manitoba, beaucoup dans l'Ouest et beaucoup au Québec. Puis, en 2022, il n'y a presque pas eu de feu. En 2021, en fait, dans les 10 dernières années, on n'a presque pas eu de feu au Québec. Et ceux qui travaillent dans les feux se disaient, c'est pas une bonne nouvelle, on va avoir une mauvaise année, ça va brûler. Fait qu'on l'a eu cette année. C'est pas surprenant. Ce qui était surprenant, en fait, c'est qu'il n'y ait pas eu plus de feu que ça avant. Et ça, cette ligne-là, c'est important parce que c'est la limite nordique où on exploite les forêts, où on fait de la récolte de la forêt. Donc, il y a une bonne proportion de la forêt exploitable qui a brûlé. Tellement que, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, le forestier en chef est sorti dernièrement en disant au gouvernement du Québec, c'est plus soutenable, il faut faire quelque chose, il faut changer notre façon de gérer les forêts, sinon on ne peut plus assurer à l'industrie forestière le bois parce que ça brûle partout, il y a trop d'incertitudes, il y a trop de facteurs, il faut changer la façon de gérer les forêts. Bon, si on continue, juste vous donner une idée, si on prenait tous les feux de forêt au Canada puis qu'on les mettait autour de Montréal, voici ce qui aurait brûlé cette année. Ça vous donne une idée, là? Ça irait de Québec jusqu'au Vermont, jusqu'à Kingston. Donc, c'est quand même une superficie assez importante. On parle de 17 millions, là, vous l'avez le chiffre en haut, 17 millions d'hectares de forêts qui ont brûlé jusqu'à maintenant, puis ça continue à brûler. C'est revenu. Et souvenez-vous, la moyenne est de 2 millions par année. Ça, c'est une moyenne. Il y a des années, on en a beaucoup moins que ça. Et si on regarde un peu ce qui se passe dans les provinces, vous voyez ici la moyenne des 10 dernières années, 2021, et toutes les provinces ont eu beaucoup plus de feux, mais regardez le Québec, la moyenne des 10 dernières années, presque rien, puis cette année, bien, c'est la province qui a le plus brûlé. Fait que je pense qu'on peut dire que c'était normal, on avait du rattrapage à faire, si je peux m'exprimer ainsi, et ça l'a beaucoup brûlé cette année. Regardons un peu comment la saison de feu s'est effectuée dans la saison. On est au mois de mai. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de mai, on entendait parler qu'il y avait des feux dans l'Ouest, que ça brûlait beaucoup, mais au Québec, on n'avait rien. Et là, très rapidement, ça s'est développé au mois de... Est-ce que j'ai passé le mois de juin? Ça, c'est au mois de juillet. Vous voyez, déjà au mois de juillet, il y avait énormément de feux. Puis si on continue... j'ai un petit problème d'animation. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas grave. Juste vous dire que mois de juillet, mois d'août, ça brûlait beaucoup, puis là, ça a commencé à diminuer. Et ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi ça a brûlé tant que ça cette année. Il y a un facteur déterminant qui fait qu'il y a eu beaucoup de feux au Québec, en particulier aussi sur la Colombie-Britannique. Quand on compare ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un printemps très, très chaud, très tôt. Et donc, la neige a fondu. Les arbres feuillus qu'on a en forêt boréale n'avaient pas sorti leurs feuilles. Il y avait beaucoup de litière, de matériaux, du combustible sec. Et il y a eu des orages, et donc la forêt s'est mise à brûler. Habituellement, le feu commence plus tard, et quand le feu commence plus tard, les feuillus commencent à sortir, et une feuille de bouleau, une feuille de peuplier, ça brûle beaucoup moins bien qu'une feuille de sapin ou d'épinette. Et ça a tendance à diminuer l'intensité ou l'étendue des feux. Donc, vous voyez, on perd ma voix. Savez-vous pourquoi? Non?
Est-ce que ça va maintenant? Bon. Est-ce que je recommence au début? Non. OK, on va continuer. Souvent, on se fait poser la question, est-ce que les feux qui augmentent sont causés par les changements climatiques? Puis, si on est un vrai scientifique, on va vous dire, on pense que oui. Hein, habituellement, un vrai scientifique ne va jamais dire oui, oui, c'est sûr. On va dire c'est probable. Il y a beaucoup d'indications qui nous indiquent que oui. Juste, ce graphique-là est intéressant. Là. Ça a été fourni par un collègue. Mais si vous regardez ici, là, les températures mesurées en forêt boréale dans les 80 dernières années, vous avez ça en rouge et vous avez ici les surfaces brûlées en noir. Et vous voyez comment les deux courbes se suivent presque parfaitement. Et ça, c'est pas une preuve absolue, mais c'est une indication que comme la température se réchauffe depuis les années 60, en moyenne, on a tendance à avoir de plus en plus de feux. Puis évidemment, la raison, c'est que plus ça s'échauffe, même si les précipitations restent les mêmes, plus il va y avoir de périodes sèches, plus il va y avoir des périodes où il va y avoir un combustible qui va pouvoir prendre feu, puis plus on va avoir de feu. Donc, cette tendance-là là, est très normale et on s'attend à ça. Je voulais vous présenter un certain nombre d'articles très déprimants, hein, comme je vous l'ai promis. Vous avez ici un graphique qui montre les émissions de CO2 depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, puis des prédictions dans le futur. Puis quand on est dans le positif, ça veut dire que les forêts, en moyenne, canadiennes, en fait, c'est les forêts canadiennes et de l'Alaska, émettent plus de carbone qu'en fixe. Donc ça, c'est depuis les années à peu près 80. On remarque, selon les mesures qu'on a faites, que les forêts, qui sont pourtant connues, si on comprend comment un arbre fonctionne, hein, ça prend du CO2 de l'atmosphère, ça le fixe dans son bois, dans ses racines, dans ses branches, dans ses feuilles, ça grossit, donc ça devrait fixer du carbone. Mais depuis les années 80, en moyenne, ça émet plus que ça fixe, et selon les prédictions climatiques, ça va aller en augmentant. Et si on continue l'augmentation ici encore quelques années, on se rend compte que si en 2070, on réussit, nous, comme humains, à arrêter de produire du CO2 au Canada, si la tendance se maintient, les forêts vont émettre autant de carbone qu'on émettait comme humains aujourd'hui, qui vont nous remplacer en termes d'émetteurs de carbone. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle du tout, parce que on voyait souvent les forêts comme étant une police d'assurance qui nous permettrait peut-être de fixer du carbone, de réduire le niveau de carbone dans l'atmosphère, mais de plus en plus, puis je vais vous expliquer pourquoi c'est le cas, de plus en plus, on a un problème de balance entre la capacité des forêts de fixer du carbone et le carbone qui est libéré, puis il est libéré par quoi? Par le feu et des arbres qui meurent. On va revenir là-dessus. Donc, souvent, on me pose la question, qu'est-ce qui fait que, c'est quoi les facteurs qui influencent le feu? Et cette graphique-là est intéressante. Il y a des facteurs qui jouent au niveau de la seconde, et ça, on ne va pas beaucoup en parler, c'est quand le feu est pris, à savoir pourquoi le feu va augmenter ou diminuer. Mais il y a des facteurs qui jouent au niveau de la journée, pas au niveau de la décennie. J'ai pensé que ce serait intéressant de regarder ce qui se passe ici, par exemple, au niveau d'une journée. Ce qui est très important, c'est la topographie. Si vous avez un terrain plat ou un terrain accidenté, selon la direction du vent, il va y avoir des feux qui vont s'éteindre, il y a peut-être des feux qui vont s'arrêter, et ça a un impact important sur le feu. L'autre facteur, c'est la météo. Évidemment, s'il y a des orages, il y a des éclairs, il y a plus de risques. S'il fait chaud et sec, il y a plus de risques. Donc, la météo est importante. Et le troisième, c'est le combustible. On a besoin de combustible. Et qu'est-ce qui est du bon combustible? Des conifères, des feuilles mortes, des branches mortes au sol. Ça, c'est du bon combustible. Maintenant, si on regarde à plus long terme, à très long terme, qu'est-ce qui influence les incendies? C'est un peu différent. C'est le type de végétation. Là, je vais revenir là-dessus, mais c'est important. Le type de végétation joue un rôle. Plus vous avez des conifères, plus ça risque de brûler. Plus vous avez des feuillus, moins ça risque de brûler. Ça ne veut pas dire que si vous avez des feuillus, ça ne va pas brûler,
mais ça veut dire que pour que ça brûle, ça va demander des conditions encore plus extrêmes. Ou si ça brûle, ça va brûler de façon moins intensive, donc vous allez avoir moins de problèmes. Le climat. Ça, c'est la variable, évidemment, qui joue. Le climat se réchauffe, les précipitations ne suivent pas. On va avoir de plus en plus de périodes de sécheresse, des printemps secs très tôt, et donc ça va favoriser les feux de forêt. Et l'autre facteur qu'on appelle l'allumage, c'est plus des facteurs aléatoires. Ça veut dire où est-ce que l'éclair va tomber, est-ce que ça tombe dans un lac, dans un milieu feuillu, donc c'est un peu plus aléatoire. Mais ça, c'est les grands facteurs là, sur les décennies qui affectent les feux. Maintenant, cet article-là, qui est une synthèse de nos connaissances sur les feux de forêt, qui a été écrit en 2021, disait des choses intéressantes. Il suggérait que pour avoir moins de feux, il faudrait faire plus de ce qu'on appelle du brûlage contrôlé ou dirigé. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être commencer à penser à mettre le feu dans les années où ça ne brûle pas beaucoup pour diminuer le combustible. Puis, évidemment, d'augmenter les feuillus. Plus on va avoir de feuillus dans notre forêt, moins on va avoir de risques de feu ou des feux qui sont très intenses. Et ici, il suggérait aussi peut-être d'aller poser la question aux Autochtones. Eux, ils ont fait ça depuis des milliers d'années. Ils ont une connaissance importante. Je dirais que sur la côte ouest, on commence à échanger avec les Autochtones en disant qu'est-ce qu'on devrait faire, quel genre de brûlage contrôlé on pourrait faire pour essayer de contrôler les risques de feu. Et aussi, dans cet article-là, il parlait peut-être l'aménagement forestier pourrait jouer un rôle. Et ça, je vais revenir. Je pense que oui. Je pense que en termes d'humain, quand on va intervenir dans la forêt, lorsqu'on récolte du bois, on pourrait prendre des décisions qui vont avoir un effet bénéfique sur la résilience de nos forêts face, pas seulement au feu, à peu près toutes les perturbations. Puis à la fin, il disait oui, diminuer les conifères, puis aussi de créer des paysages forestiers. Puis quand je parle de paysages, je parle de kilomètres carrés qui sont moins propices à la propagation des feux. Il y a une façon de créer des paysages forestiers où on n'élimine pas évidemment les conifères totalement, mais on peut créer des barrières naturelles qui vont diminuer les intensités puis surtout les superficies des feux. Et ici, un collègue s'était amusé à se poser la question quel pourcentage de feuillus on devrait incorporer en forêt boréale si on aménage la forêt à chaque année pour que les risques de feu n'augmentent pas en fonction de deux scénarios climatiques, ce scénario-là et ce scénario-là. Ça, c'est un scénario catastrophique. Ça veut dire qu'on continue à émettre du carbone comme on le fait de façon continue. Ici, c'est un scénario peut-être réaliste où on va commencer à diminuer nos émissions de carbone. Mais vous voyez ici, là, c'est la quantité de régénération par année qu'on devrait installer dans notre forêt boréale si on voulait maintenir les risques de feu au niveau actuel. Par exemple, si on regarde ici dans ce scénario-là, il faudrait ici, par exemple, convertir 0,3 % de la forêt à chaque année, la convertir en feuillus. Et si on pouvait faire ça, on maintiendrait les risques de feu actuellement, même avec les changements climatiques. Si on sait qu'on coupe à peu près 1 % de la forêt à chaque année, ça veut dire que via l'aménagement de la forêt, on pourrait jouer un rôle pour rendre nos forêts moins susceptibles peut-être en favorisant la régénération des feuillus. On va revenir là-dessus, mais ça fait un peu le premier constat là, sur les feux de forêt, la situation actuelle. Évidemment, c'est très court. Je voulais quand même peut-être faire une petite pause ici. Est-ce qu'il y a des questions qui vous brûlent les lèvres, sans jeu de mots, que vous aimeriez me poser avant que je continue? Oui? Hier, il y avait un reportage sur le Bel sur télévision au téléjournal. Oui. Il interroge un forestier. Un instant, on va vous... Ben oui, pour que tout le monde puisse entendre. Ouais, je l'aurais répété, mais c'est correct. Au cas, question brève, hein? Oui, brève. Brève. Oui, il faut que ça soit très bref.
Hier soir, téléjournal, on parle de Lebel-sur-Quévillon, on parle du feu puis de l'évacuation des gens. On interroge un forestier du coin, puis il dit on va replanter exactement ce qu'on avait avant. Fait que là, moi, j'étais stupéfait. J'ai dit qu'est-ce que c'est ça, cette idée de replanter exactement, alors qu'on sait que s'ils mettaient des feuillus, puis peut-être aussi pour les insectes, un peu plus de biodiversité, ben, on aurait des forêts plus résilientes. Mais je ne vais pas répondre à votre question parce que je vais en parler de ça. J'allais demander si tu es organisé avec le gars des vues. Oui, c'est ça, ça va l'air organisé, mais je vais en parler avec ça. On ne se connaît pas, mais c'est une très bonne question. Une deuxième question, après ça, on va continuer. Est-ce que les feuillus, ça va vraiment pousser dans le nord? Bien, ils poussent déjà. Hein. Il y a beaucoup de peupliers, il y a beaucoup de bouleaux blancs qui poussent dans le nord. Peut-être pas très, très loin dans le nord, bien qu'il y ait des petits bouleaux nés, mais c'est déjà des espèces qui sont adaptées à pousser dans le nord. Mais il faut aussi regarder, ça, je vais en reparler, mais avec les changements climatiques, avec le réchauffement climatique, on commence à voir qu'il y a des régions dans le nord où on pourrait faire pousser, par exemple, de l'érable, du chêne, des espèces comme ça. C'est possible. Il y a quelqu'un ici de l'Abitibi qui plante du chêne en Abitibi, du chêne rouge, et qui m'a dit bien, ça pousse très bien. Ça n'aurait pas poussé très bien peut-être il y a 30 ans, mais je pense que. Mais ça, non, on va continuer, mais on va prendre d'autres questions. Parce que je vois que vos questions, ça porte sur ce que je vais parler maintenant. Mais enfin, avant de parler des solutions, je veux continuer à vous inquiéter. Les autres menaces. Est-ce que vous avez entendu parler de l'IPBES, qui est un organisme qui s'intéresse à ce qui se passe au niveau de la biodiversité? Tu sais, on a des organismes qui s'intéressent à ce qui se passe au niveau du carbone, mais nous, les écologistes, on voit deux grandes crises au niveau mondial, une crise climatique puis une crise de la biodiversité. Les deux sont interreliés. Je veux juste vous dire que ce rapport-là est sorti il y a quelques semaines. Et ce que ce rapport-là disait, que les impacts des espèces exotiques envahissantes sont une menace au moins aussi importante que les changements climatiques pour, je dirais, la survie de nos écosystèmes. Ils changent les écosystèmes, ils détruisent ou tuent des espèces, je vais vous le montrer, puis évidemment, ils rentrent en concurrence avec des espèces indigènes et ça a des effets très, très négatifs sur ces espèces-là. Et juste vous donner une idée que, selon ce rapport-là, 60% des espèces qui risquent de disparaître sont causées, pas par les changements climatiques, mais par des espèces exotiques envahissantes qui ne sont pas nécessairement causées par les changements climatiques. C'est quoi les raisons des espèces exotiques envahissantes? Bien, c'est nos déplacements, c'est le fait qu'on fait venir des bébelles d'un peu partout dans le monde, puis ça vient en train, en avion, en bateau, puis à chaque fois que c'est transporté, il y a un risque, il y a un insecte, une maladie, une plante, peu importe, viennent ici et puissent se développer et deviennent envahissants. Juste vous montrer un exemple là, de l'évolution de ce problème-là depuis les années 1500. Évidemment, il n'y avait rien au début. Mais là, vous voyez l'augmentation du nombre d'espèces d'oiseaux, de crustacés, d'algues, de plantes. La seule bonne nouvelle ici, ou la nouvelle qui m'apparaît juste, c'est que le problème, c'est surtout dans les pays développés et non pas dans les pays peut-être de l'hémisphère sud ou au milieu africain. Ça veut dire que c'est nous qui souffrons le plus. Je pense que c'est une bonne chose. C'est à cause de nous qu'on a des problèmes, hein? Donc c'est normal que ce soit nous qui en subissions les conséquences. Mais vous voyez, l'augmentation, elle est exponentielle. Et juste vous donner un exemple, là, dans le sud du Québec, de 10 à 20 des espèces vivantes qui y vivent actuellement sont des espèces exotiques, qui viennent d'ailleurs. Et souvent, les gens sont surpris quand je dis ça, mais notre fameux ver de terre, qu'on aime bien, c'est une espèce exotique, envahissante, et qui a un effet, on commence à comprendre, de plus en plus négatif dans le fonctionnement du sous-bois forestier. Ça a un impact négatif sur plusieurs espèces de plantes, par exemple. Si on regarde sur les arbres, l'effet-là, vous avez entendu parler de la grille, évidemment, la grille qui tue le frêne. C'est un petit insecte qui nous vient d'Asie, qui est en train de détruire tous nos frênes dans nos villes, mais aussi tous nos frênes en milieu naturel. Je vais passer rapidement. Le hêtre,
peut-être que vous ne le savez pas, mais le hêtre est aussi une espèce naturelle dans nos forêts qui est en train de disparaître à cause d'une maladie qu'on appelle la maladie corticale du hêtre. Ça donne des petits points blancs et éventuellement le hêtre va mourir. Si vous avez de la pruche sur votre terrain, vous devriez être inquiet parce qu'il y a un petit puceron qui s'est installé dans l'État de New York il y a à peu près une trentaine d'années, qui est en train de migrer. Il est à nos portes, il est au Vermont, et il devrait arriver au Québec, et ça devrait avoir un impact très, très négatif sur la pruche. Voilà une photo de ça. Et une menace peut-être plus à moyen terme, mais c'est le dendroctone du pin, qui est un insecte qui est indigène à la Colombie-Britannique, qui a traversé les Rocheuses, qui est en train de se déplacer vers l'est. Et cet insecte-là s'attaque à tous les pins. Et le pin blanc, le pin rouge, le pin gris n'ont aucune tolérance. Et on s'attend qu'il va arriver au Québec dans à peu près 20 à 30 ans. Donc, si vous avez des pins, vous devriez être inquiet parce qu'on risque d'avoir cet insecte-là qui va arriver dans peut-être 20 à 30 ans. Et maintenant, le longicone asiatique, un insecte qui est présent aux États-Unis, qu'on contrôle actuellement. Il était présent en Ontario, on a réussi à le contrôler. C'est un insecte qui adore les érables. Et avec les changements climatiques, c'est un insecte d'Asie qui était là-bas, qui ne causait pas de gros problèmes en Asie, mais qui cause énormément de problèmes, surtout aux érables, et qui risque à un moment donné d'exploser et d'arriver au Québec et de tuer tous nos érables. Et quand je dis ça, les gens me disent c'est impossible, ça serait trop catastrophique, mais j'aime ça vous rappeler qu'il y avait un arbre présent dans l'est de l'Amérique du Nord, le châtaignier, qui n'était pas présent au Québec, mais qui était aux portes du Québec. Il y avait des milliards d'individus, des énormes individus. C'était une espèce qui était célébrée. On ramassait les châtaignes, on faisait des fêtes aux États-Unis. Il est complètement disparu à cause d'un champignon. Et le problème qu'on a, c'est peut-être illustré ici. Si vous regardez, on est dans l'est de l'Amérique du Nord, avec quoi qu'on fait beaucoup des échanges, c'est l'Europe et le nord de l'Asie, de la Chine, dans des régions qui ont exactement le même type d'écosystème que nous, qui ont les mêmes genres d'arbres, donc des érables, des chênes, des pins. Et donc, à chaque fois qu'il y a un bateau, un avion qui se déplace dans l'est de l'Amérique du Nord, il y a un risque qu'il y ait un insecte, une maladie qui soit peut-être, qui ne cause pas de problème dans le pays d'origine, mais qui cause de gros problèmes ici. Et par exemple, cet article-là faisait le recensement de 25, on a encore des problèmes, 25 insectes, maladies exotiques présentes aux États-Unis qui risquent d'arriver dans l'est de l'Amérique du Nord dans les 20 à 30 prochaines années. Et quand je faisais un petit calcul, ça veut dire qu'il y a une trentaine d'espèces qui sont menacées. Ça me tente de vous poser la question, il y a combien d'espèces d'arbres au Québec environ? Rapidement? 34. À peu près 65 à 70 espèces d'arbres, ça dépend si on considère des arbustes comme certains arbustes comme des arbres. Ça veut dire qu'on peut perdre facilement 50 % de nos arbres causés par des insectes et des maladies exotiques. Bon, la sécheresse, on n'entend pas beaucoup parler, mais je vois un de mes étudiants ici qui vient d'Allemagne et il pourrait parler de ce qui s'est passé en Allemagne il y a quelques années. Ils ont eu une sécheresse très importante qui est en train de détruire une bonne proportion des forêts en Allemagne. Mais ici, il y avait un article qui est sorti il y a quelques années qui montrait, par exemple, que depuis les années 60, partout au Canada, il y a une augmentation dans les forêts d'arbres qui meurent à cause de la sécheresse. Vous voyez ici, dans l'ouest, dans l'est, selon le diamètre des espèces, selon l'élévation qu'on se trouve, ou même selon les espèces, il y a une tendance forte quand on suit la démographie de nos arbres, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'arbres dans nos forêts qui meurent à cause de sécheresses qui se produisent de plus en plus souvent, malgré le fait qu'on n'a pas eu de grosses sécheresses encore au Québec ou au Canada. Mais avec les changements climatiques, on s'attend à ce qu'on va avoir de plus en plus de sécheresses et cette mortalité-là va continuer à augmenter. Donc, c'est ce que ça disait ici. Un autre article ici qui faisait le recensement de tous les endroits dans le monde où il y a eu
des augmentations de mortalité causées par la sécheresse. C'est vraiment un problème planétaire. Avec les changements climatiques, de plus en plus de sécheresse, puis tous les points jaunes, c'est des points où il y a eu des études qui rapportent qu'il y a de plus en plus d'arbres qui meurent à cause de la sécheresse. Et ça, c'est une étude qui a été faite en Europe que j'aimerais faire ici en Amérique du Nord, mais qui faisait le recensement des perturbations en Europe depuis les années 50 qui affectent les forêts. Et ce qui est remarqué, par exemple, c'est qu'il y a une augmentation presque linéaire de la superficie des forêts qui sont affectées par différents types de perturbations. Vous avez insectes, feux, autres facteurs abiotiques, le vent. Le vent est un facteur très important en Europe. Donc, il y a de plus en plus de perturbations. Et je pense qu'en Amérique du Nord, c'est pas mal la même chose. On a de plus en plus d'insectes, de maladies, de périodes de vent, de sécheresse, de feu, etc. Donc, on est vraiment dans une situation où nos forêts subissent de plus en plus des perturbations. Il y a de plus en plus de forêts qui sont détruites. Il y a de plus en plus d'arbres qui meurent. Et c'est ça qui explique ce que je vous montrais tantôt, que depuis les années 80, la forêt canadienne émet plus de carbone qu'elle en fixe, parce qu'il y a plus d'arbres qui meurent, qui libèrent du carbone, que des nouveaux arbres qui sont capables de se régénérer et fixer du carbone. Et c'est quelque chose qui va aller en augmentant si on ne fait rien. Bon, ça, je vais passer là-dessus. Peut-être un volet intéressant ici, c'est une collègue qui travaille au ministère des Forêts du Québec, qui s'est posé la question et qui a étudié quels vont être les effets des changements climatiques sur l'habitat. Et là, j'utilise le mot habitat dans le sens très large, de plusieurs espèces qui poussent au Québec. L'habitat, ça veut dire le climat et le sol. Est-ce que les espèces qu'on a actuellement vont pouvoir continuer à pousser normalement avec les changements climatiques en fonction du sol sur lequel ils se trouvent dans les prochaines années? Et je vais juste vous montrer une simulation ici intéressante qui a été faite pour la Gaspésie. Vous avez ici les simulations scénario changement climatique réalistes et vous avez la situation changement climatique plutôt extrême. Et là, vous avez 3 espèces. Et d'ailleurs, je n'ai pas mis le nom des espèces d'arbres parce que j'ai pensé que vous seriez capable de me dire c'est quelle espèce ici. On parle de quelle espèce ici? Bouleau blanc. Et vous voyez qu'en 1880, selon les changements climatiques prévus, le bouleau blanc va continuer à bien aller en Gaspésie. C'est une espèce feuillue qui tolère bien, probablement un peu plus la chaleur, donc tout va bien. Si vous regardez cette espèce-là, c'est laquelle? Le sapin. Et en jaune, il n'y a pas de changement. Ici, en orange, c'est défavorable, puis en rouge, c'est très défavorable. Donc ici, on voit que dans une bonne partie, il n'y a pas de changement, mais il y en a une partie de la Gaspésie où ça va devenir défavorable dans cette situation-là, tandis que dans la situation extrême, c'est défavorable partout. Et maintenant, cette espèce-là, c'est laquelle? L'épinette blanche. Dans les 2 cas, c'est très défavorable. Ça veut dire que d'ici les années 2080, là où, si on plante un semis d'épinette blanche, on va le récolter, il va probablement se retrouver dans un climat qui lui est très défavorable. Et savez-vous, c'est quoi qu'on plante en Gaspésie actuellement? L'épinette blanche. 80 %, ça répond à ta question, 80 % parce qu'on plante des épinettes blanches depuis longtemps, ils poussent bien, on a des bons résultats. Et la loi au Québec est très, très, très stricte, puis cette loi-là a été faite pour nous protéger en disant il faut s'assurer de reboiser les mêmes espèces qu'on coupe pour pouvoir maintenir le même type de forêt à perpétuité. C'est logique. On veut maintenir nos forêts dans l'état qu'ils le sont, et la loi nous dit, il faut maintenir les mêmes espèces. Évidemment, il pourrait planter un peu plus d'autres espèces, là, juste l'épinette blanche, il aurait pu varier ça un peu plus, mais voyez un peu le problème dans lequel on se trouve.
Donc, c'est déprimant. On est découragé. Un instant. Un instant, on revient. Mais il y a des solutions, mais ça va demander de se troucher les manches, puis de changer la loi, les règlements, puis commencer à faire des choses qu'on n'a jamais fait. Fait que, on va prendre un petit 20 minutes. Il me reste encore du temps. Je suis dans les temps, merveilleux. Je vais commencer par un certain nombre de concepts. J'aime ça vous présenter des concepts écologiques qui sont à la base de ce que je vais vous suggérer. Juste pour vous dire que ce n'est pas basé seulement sur des rêves, mais quand même basé sur des concepts importants. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du concept de nouvel écosystème, mais c'est quand même assez simple. Vous êtes ici, le genre d'ovale ici, c'est un écosystème, disons un érablière, qui historiquement avait des conditions environnementales données, puis historiquement avait une certaine composition. Mais là, depuis les 100 dernières années, les conditions environnementales ont changé. Le climat a changé. On a eu des pluies acides. On a de plus en plus de dépositions azotées. Et aussi, la composition biotique a changé. On a de plus en plus d'espèces envahissantes. On a du ver de terre. On a du chevreuil qui broute à peu près tout. Ça, on ne les réalise pas, là, mais dans le sud du Québec, on n'avait pas de chevreuil il y a 300 ans. C'était avec l'arrivée humaine, le réchauffement climatique, ils ont migré. Et là, on se retrouve avec des espèces qu'on n'avait pas avant. Puis en plus, le prédateur n'est plus là, donc on a des problèmes de surabondance de chevreuil. Et là, on commence à nous dire que le sanglier s'en vient au Québec. Une espèce exotique qui est présent aux États-Unis maintenant, mais on commence à le voir avec le réchauffement climatique, moins de neige. On va se retrouver, d'ici 20 à 30 ans, vous allez voir des sangliers dans le sud du Québec. Il y en a en Ontario, exactement. Donc l'idée, ici c'est important, là, l'idée c'est que actuellement, l'écosystème qu'on gère est différent de l'écosystème d'avant. Puis plus on va aller dans le futur, plus l'écosystème va être différent. Donc, quand on fait des interventions, ça rejoint votre intervention, quand on fait des interventions aujourd'hui, sachant que l'écosystème n'est pas le même écosystème qu'on avait avant et sachant que l'écosystème va changer de façon importante dans le futur, ça veut dire qu'il faudrait peut-être penser à des nouvelles façons de gérer notre forêt. Et c'est ça l'importance du concept de nouvel écosystème. Un autre concept intéressant, c'est le concept de migration assistée. Ça, c'est un concept, on commence à y penser au Québec, on commence à faire des expériences, mais en Colombie-Britannique, excusez-moi, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on a commencé à faire ça. On a commencé à prendre la même espèce, par exemple le sapin Douglas qui pousse en Colombie-Britannique, on a commencé à prendre du sapin Douglas de l'Oregon et de l'État de Californie, qui est mieux adapté aux sécheresses, mieux adapté à la température, donc de transférer les graines et de commencer à planter des graines de provenance plus au sud. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire pour essayer d'accélérer l'adaptation de nos forêts face au changement climatique. Par exemple, pour l'érable à sucre, on pourrait très bien aller chercher de l'érable à sucre dans le Caroline du Nord, qui, dans les montagnes, il pousse dans ce coin-là, plus adapté à la chaleur, à la sécheresse, et commencer à le reboiser dans nos forêts pour maintenir l'érable à sucre, mais un érable à sucre mieux adapté aux conditions climatiques présentes et futures. Et on pourrait aussi aller plus loin, on pourrait commencer à faire migrer des espèces. Je vous ai parlé du chêne rouge. Le chêne rouge n'était pas présent en Abitibi, mais est-ce qu'on ne devrait pas commencer à déplacer les espèces du sud vers le nord, justement, pour suivre les changements climatiques, favoriser une adaptation de ces espèces-là, parce que leur capacité de migrer naturelle ne va pas leur permettre de suivre les changements climatiques. Les changements climatiques se produisent à peu près à une vitesse de 100 à 300 fois plus rapidement que la capacité de déplacement des arbres. Ça se fait très lentement. Il faut que l'arbre devienne mature. La graine se disperse sur 1-2 km. Ils doivent pousser au moins pendant 30-40 ans. Donc, vous voyez, c'est des bonds de quelques kilomètres à tous les 30-40 ans.
les changements climatiques, c'est beaucoup plus rapide que ça. Donc ça, c'est le deuxième concept. Le troisième, et ça, vous allez tous comprendre, c'est un concept de portfolio. Ce que ça dit, c'est tellement simple, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Hein, vous connaissez l'expression. Et l'idée est simple, c'est comme vos investissements pour votre retraite. Est-ce que vous avez mis tout votre argent dans les banques ou dans les autos ou dans l'électronique? Vous avez diversifié pour essayer de réduire les risques, ne sachant pas qu'est-ce qui va bien fonctionner dans le futur par rapport au passé. Et donc, c'est exactement la même chose. Cette notion de portfolio, c'est un principe de base en écologie qui dit que pour avoir un écosystème stable, fonctionnel, capable de s'adapter, il faut avoir une diversité d'espèces. Et plus on va avoir une diversité d'espèces, plus on va avoir un système résilient capable de s'adapter à peu près toutes les perturbations qu'on peut avoir. Donc, je vais vous présenter une série d'articles, il y en a des centaines, des milliers, mais des articles qui ont étudié l'importance de la diversité pour le maintien de la résilience des écosystèmes. Vous voyez le mot diversité. La diversité des arbres permet de réduire l'herbivorie des forêts. Il y a une relation positive entre la biodiversité et la production des forêts. Ça, c'est quelque chose que les forestiers ont oublié il y a longtemps. Mais plus une forêt est diversifiée en espèces d'arbres, plus elle est productive. Donc, de faire des monocultures, c'est d'avoir des forêts qui sont moins productives, en fait. Et si on continue, encore une fois, diversité, productivité, le fait d'avoir des plantations de plusieurs espèces, ça permet d'avoir une meilleure production. Et il y a 2 ans, j'ai écrit un article avec plusieurs chercheurs au niveau mondial qui faisaient un plaidoyer pour arrêter de planter des monocultures sur la planète. Parce qu'on avait fait un genre de revue de la littérature de tous les avantages, voir des forêts plus diversifiées ou des plantations plus diversifiées. Et l'analyse était claire, était très claire. Vous avez ici une monoculture, vous avez une forêt ici de plusieurs espèces. Et ça, c'est la susceptibilité aux perturbations par rapport d'une monoculture par rapport à une plantation de plusieurs espèces. Et vous voyez que dans tous les cas, quand vous avez une monoculture, vous êtes plus sensible aux insectes, aux maladies, aux sécheresses, au vent, etc., au feu aussi. Et ici, c'est les services que la forêt fournit. Dans presque tous les cas, une forêt diversifiée fournit plus de services, sauf, par exemple, si vous aimez l'épinette blanche, puis vous dites « je veux du bois d'épinette blanche », évidemment, une plantation d'épinette blanche va vous donner plus de bois d'épinette blanche si elle survit. Ça, c'est la grande question. Et donc, ça, c'est quelque chose de très clair que je répète constamment. Il faudrait arrêter de planter des monocultures. Les évidences scientifiques sont claires. Il y a des gros avantages à avoir des plantations diversifiées, surtout dans le contexte actuel où on a tellement de menaces que le fait de diversifier nos espèces nous assure de réduire les risques qu'on va perdre une espèce. On réduit les risques de feu. On réduit de beaucoup les risques d'épidémies, d'insectes et de maladies aussi. Donc, ça a beaucoup, beaucoup d'avantages. Voilà. Ça, j'ai déjà dit. Une petite animation, juste vous expliquer le principe, vous allez comprendre. Par exemple, vous avez une forêt ici, une forêt A, qui est diversifiée, hein, qui a beaucoup de diversité, de complexité, de redondance. Ça veut dire qu'il y a plusieurs espèces qui ont les mêmes caractéristiques écologiques. Comme ça, si vous en perdez une, il y a une autre espèce qui peut avoir le même effet. Et disons que vous avez des changements climatiques, vous avez des nouveaux insectes, des maladies, et vous commencez à perdre des espèces. Mais si vous avez plusieurs espèces, habituellement, vous allez maintenir votre résilience, votre stabilité et même les services que la forêt fournit. Si vous avez une forêt B avec un peu moins de diversité, vous risquez d'arriver à un point critique où, si vous avez une autre perturbation, la forêt va s'effondrer. Mais si vous avez une monoculture, il vous s'agit d'avoir une perturbation. Et qu'est-ce qui va se produire? Évidemment, c'est l'effondrement.
Et il y a quelques années, j'avais écrit un article aussi avec un collègue australien qui expliquait comment éviter justement l'effondrement de nos écosystèmes forestiers. Donc, comment on fait ça sur le terrain? Puis vous allez comprendre, c'est facile en fait, c'est pas compliqué. Il faut diversifier nos forêts, il faut diversifier nos paysages, mais pas le faire n'importe comment, intelligemment. Puis c'est ça que je vais vous expliquer. On a des approches qui nous permettraient de diversifier nos forêts de façon intelligente pour augmenter leur résilience et leur capacité d'adaptation. Et c'est là où je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre ou même vous choquer, mais peut-être que l'industrie forestière pourrait devenir un allié dans cette stratégie-là, parce qu'à chaque fois qu'on couperait une forêt, si on évaluait quelles sont les espèces qu'on devrait favoriser pour augmenter le plus possible la résilience et l'adaptabilité des forêts, on pourrait avoir une façon d'augmenter la résilience et l'adaptabilité de nos forêts parce qu'on coupe 1% de nos forêts par année et on pourrait à ce moment-là commencer à agir sur la composition, la structure, la diversité de nos espèces. Puis je vais vous montrer comment on peut faire ça. Mais pour ce faire, et ça c'est le message que je voulais vous dire, c'est qu'il faut inverser cette relation qui existe actuellement. Vous ne l'avez pas réalisé, mais tout ce qui se fait en forêt actuellement, dans la forêt, je dirais, commerciale, c'est beaucoup, beaucoup influencé par ce qu'on veut tirer de cette forêt-là, le type de bois qu'on veut tirer. Donc, c'est vraiment une approche, en anglais, on appelle ça top-down, où ça veut dire que c'est une approche que l'industrie forestière dicte les espèces qu'on doit favoriser en forêt en fonction de leurs besoins. Et c'est pour ça qu'on va en forêt, on coupe de l'épinette blanche, puis on remplace ça par de l'épinette blanche, puisque l'industrie actuelle a besoin d'épinettes blanches. Et donc, c'est ce genre de relation-là qui a participé à simplifier les forêts, à les rendre moins diversifiées. Mais je pense que dans le contexte actuel, il faut vraiment inverser cette relation-là. Il faut se poser la question, quelles sont les espèces qu'on a besoin d'avoir dans chacune des régions du Québec ou de la planète et avoir des forestiers qui vont gérer la forêt pour augmenter la résilience des forêts, sachant que même si on commence à faire ça aujourd'hui, avant que ces espèces-là deviennent matures, ça va prendre 30, 40, 50 ans. Ça veut dire que l'industrie a 30, 40, 50 ans pour s'adapter à ces nouvelles espèces-là. Amplement le temps de commencer à trouver des nouveaux débouchés, des nouveaux matériaux pour faire cette adaptation-là. Et d'ailleurs, on a sorti un article il y a quelques semaines, et ça, je suis particulièrement fier parce que j'ai travaillé avec un professeur en architecture de McGill. On avait un étudiant en architecture qui s'est posé la question, comment on pourrait concilier les deux? Comment, via la construction de bâtiments en bois, on pourrait favoriser une diversification de nos forêts pour que le fait de vouloir construire en bois ne soit pas un facteur qui simplifie les forêts, mais plutôt un facteur qui vient diversifier les forêts. Donc, on parle un peu ici de l'approche qu'on pourrait utiliser. Et l'approche que je préconise est basée sur deux notions que je vais essayer de vous expliquer. Si ce n'est pas clair, vous allez me le dire. Mais la notion de diversité fonctionnelle, et là, je vois des anciens étudiants et étudiantes qui vont dire « Oui, vous m'avez parlé de ça. C'est correct. J'ai peut-être des nouvelles choses à vous raconter, on verra. » Mais donc, la diversité fonctionnelle et la connectivité fonctionnelle. Puis je vais prendre le temps pour vous expliquer ce que c'est. La diversité fonctionnelle, vous avez sûrement entendu parler de la diversité génétique. C'est important, la diversité génétique. On ne veut pas juste des clones, on veut des gens qui ont une diversité génétique, c'est important. Vous avez entendu parler de la diversité des espèces. C'est aussi important. La diversité fonctionnelle, c'est la diversité des fonctions qu'on peut trouver dans un même groupe d'espèces. Prenons les arbres. Donc, c'est la capacité qu'a une espèce, par exemple un arbre, à réagir différemment à des perturbations
ou à affecter différemment l'écosystème forestier. Et je vais vous donner un exemple qui est très, très simple. Vous avez ici une forêt avec deux espèces, l'érable à sucre, l'érable rouge. Si on calcule la diversité fonctionnelle, et comment on calcule ça, je l'ai pas fait rapidement, mais on regarde des caractéristiques comme densité du bois, profondeur d'enracinement, épaisseur de l'écorce, tous des facteurs qui sont reliés à des fonctions importantes pour résister à la sécheresse, résister au feu, résister au vent, des choses comme ça. Donc, si vous avez une espèce ou une forêt avec deux espèces comme ça, vous avez une diversité spécifique de 2, et une diversité fonctionnelle qui est faible parce que c'est deux espèces qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Pas tout à fait, mais quand même assez semblable. Même chose ici si vous avez l'épinette blanche et le sapin, diversité fonctionnelle relativement faible. Mais si vous avez une forêt d'érables à sucre et d'épinettes blanches, là, vous avez une diversité fonctionnelle beaucoup plus élevée. Et ça, c'est basé sur des mesures qu'on prend sur les arbres, des mesures qu'on peut mesurer qui sont directement reliées à la capacité qu'ont l'espèce de résister à des perturbations naturelles ou d'avoir des effets sur l'écosystème, par exemple augmenter le pH ou diminuer le pH, peu importe. Donc, l'idée, c'est que plus on a une diversité fonctionnelle d'espèces, plus on va avoir un écosystème qui est résilient, puisqu'on va avoir une plus grande capacité de résister à toutes sortes de perturbations. Donc, ce qu'on a fait, on a pris toutes les espèces à peu près qu'on pouvait trouver dans l'est de l'Amérique du Nord. On a caractérisé ces espèces-là selon différents types de traits. Ici, vous avez le contenant en azote, la capacité de dispersion des graines, l'épaisseur des feuilles, densité du bois, etc. Là, vous voyez toutes les espèces ici. Et en faisant des analyses statistiques, on les a regroupées en 5 grands groupes fonctionnels. Et l'idée qu'on avait en faisant ça, c'est en se disant que dans une forêt, en fait, on l'avait fait aussi pour les villes, donc ça s'applique autant pour les villes que la forêt. Donc, dans un parc ou dans une rue ou dans une forêt, ça serait avantageux d'avoir des espèces de ces 5 grands groupes fonctionnels-là, puisque vous allez avoir des espèces qui vont tolérer différents types de perturbations. Si vous avez une sécheresse, il y a peut-être des espèces d'un groupe qui va être affecté, tandis que d'autres vont résister. Et à ce moment-là, vous allez maintenir un écosystème beaucoup plus stable, beaucoup plus résilient. Donc, c'est l'idée d'essayer d'avoir des forêts avec des espèces de différents groupes fonctionnels. Et comme je vous disais, c'est une analyse qu'on avait faite pour les forêts urbaines, mais qui s'applique de la même façon pour des forêts naturelles. Ça, c'est le premier concept. Le deuxième concept, c'est un concept de connectivité fonctionnelle ou de centralité. Connectivité fonctionnelle, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé chez les animaux, les insectes. Ça veut dire que quand vous regardez un paysage forestier, vous regardez est-ce que les peuplements forestiers ou le paysage, est-ce que les espèces peuvent se disperser facilement dans ce paysage forestier-là ou dans ce paysage naturel-là, et vous allez dire que vous avez une connectivité fonctionnelle élevée. Pour les arbres, j'ai adapté ce principe-là en regardant la capacité de dispersion des graines. Vous avez des espèces qui peuvent disperser leurs graines 300 mètres, 400 mètres, d'autres espèces, c'est plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, selon la capacité de dispersion des graines, vous avez des peuplements forestiers qui sont connectés ou pas. Et je vous explique ici un peu le principe. Vous avez ici, par exemple, des points. Ça, c'est des peuplements forestiers. Et si vous avez une ligne, si on met une ligne entre deux peuplements forestiers, ça veut dire qu'il y a des graines de l'espèce du peuplement A qui peuvent se disperser dans le peuplement B. Et donc, vous pouvez dire qu'il y a une certaine connectivité fonctionnelle. Centralité est aussi importante, puisque quand on fait cette analyse-là de réseau fonctionnel, on se rend compte qu'il y a des peuplements qui sont beaucoup plus centraux, qui sont des peuplements qui connectent en fait beaucoup de peuplements autour d'eux, donc on dit qu'ils sont centraux. Et ça, c'est des peuplements intéressants à identifier, puisque si on vient ajouter des espèces dans ces peuplements-là, ils vont avoir une influence beaucoup plus grande au niveau de leur capacité de disperser des graines dans des peuplements adjacents que si vous prenez des peuplements qui ne sont pas bien connectés aux autres. Je suis pas mal certain que vous ne m'avez pas suivi tout à fait. Hein?
Donc, on va faire un petit exemple. On va faire un petit exemple, puis je vais vous poser des petites questions. Disons que ça, c'est votre territoire forestier. Vous avez différents types de peuplement forestier. Et là, je vous le dis, la couleur ici, c'est la diversité fonctionnelle. Donc, plus vous avez un peuplement qui est de vert foncé, plus il y a une diversité d'espèces qui ont des caractéristiques fonctionnelles différentes. Et les lignes ici, c'est la capacité de dispersion des graines d'un peuplement à un autre. Et plus la ligne est large, est épaisse, plus il y a plusieurs espèces qui peuvent se disperser. Ça veut dire que, par exemple, si ce peuplement-là est affecté par une maladie ou il brûle, vous allez avoir ici des graines de ces espèces-là qui vont pouvoir se disperser et venir recoloniser naturellement le territoire. Donc, si vous aviez à choisir un ou deux peuplements forestiers ici pour intervenir, pour venir enrichir le peuplement, vous ne pouvez pas agir sur tous les peuplements, vous pouvez agir sur un ou deux. Lequel de ces peuplements-là vous choisiriez, basé sur ce que je vous ai dit? Madame, vous avez... Dites lequel? Celui-là? Celui-là? En haut à gauche, ici? OK, c'est celui-là. OK. D'autres réponses? Oui? Celui du centre. Au centre? Oui. Ah! Au centre. Parce qu'il est central. Hein? Puis, je vais vous expliquer, là, la première chose qu'on fait, je vous l'ai expliqué, on calcule la diversité fonctionnelle, la connectivité fonctionnelle. Ça va. Mais là, après ça, quand on a fait ça ici, on peut calculer quelles sont les espèces des groupes fonctionnels qui manquent. Ça, c'est la deuxième chose qu'on fait. Hein? On a déterminé, on a une certaine diversité fonctionnelle, on a une certaine connectivité fonctionnelle. On se rend compte qu'il y a peut-être des groupes, des espèces d'arbres de groupes fonctionnels qui manquent. Et là, c'est là où on regarde quels sont les peuplements les plus centraux. Et lui, il est vraiment très central. Et l'idée, si on doit intervenir en reboisant, en ajoutant des espèces, et qu'on les ajoute dans ces trois peuplements-là, ce que ça va faire, ça va augmenter énormément la connectivité fonctionnelle, puisque en ayant des forêts ici plus diversifiées, ils vont s'assurer que si les forêts autour sont détruites, il va y avoir des graines qui vont pouvoir venir se régénérer de façon naturelle. Donc, l'idée de l'approche que je préconise et que j'essaie de convaincre les gouvernements et les compagnies, c'est que quand on fait une intervention forestière, on devrait toujours regarder c'est quoi la diversité fonctionnelle qu'on a, quelles sont les espèces qu'on a besoin d'ajouter pour rendre la forêt moins vulnérable aux perturbations qui sont à venir. Et si on ne peut pas intervenir partout, trouvons les peuplements les plus centraux. Et c'est dans ces peuplements-là qu'on devrait intervenir pour augmenter, oui, la diversité fonctionnelle, mais surtout la connectivité fonctionnelle, puisque la connectivité fonctionnelle va venir protéger les forêts face à peu près toutes les perturbations qu'on trouve. On va changer de micro, Yann. C'est une soirée comme ça. Je vais finir là-dessus, parce que l'idée, c'est qu'en faisant ça, ce que je propose, c'est qu'on vaccine notre forêt contre les changements climatiques, ou les changements globaux, en fait. L'idée, c'est qu'on devrait commencer de façon systématique, à chaque fois qu'on coupe une forêt, ou à chaque fois qu'une forêt brûle et on doit la reboiser, pas la reboiser avec les mêmes espèces, mais la reboiser avec une diversité d'espèces, des espèces qui ont des traits ou des caractéristiques fonctionnelles différentes en fonction des perturbations à venir. À ce moment-là, on va s'assurer qu'on va avoir des espèces qui sont bien adaptées à ce qui s'en vient. Et comme on ne peut pas intervenir partout, choisissons des endroits qui sont plus centraux et on va pouvoir à ce moment-là optimiser nos interventions et venir affecter de façon positive une grande proportion du territoire. Donc, on a testé ces choses-là. Hein? Ce n'est pas des choses complètement farfelues. On a écrit des articles, puis je ne veux pas entrer dans les détails, mais on a testé ces choses-là. Comment on teste ça? Vous allez me demander, parce que habituellement, pour vraiment tester ça, on devrait transformer un territoire, attendre 50 ans
et voir est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Évidemment, on ne peut pas faire ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des modèles de simulation. Et il existe des modèles de simulation très performants où on peut simuler, par exemple, différents types de climats, différents types de perturbations. Et là, on peut commencer à voir quels impacts on va avoir sur le paysage forestier si on vient ajouter des espèces selon les principes que j'ai expliqués. Et là, on fait rouler le modèle, et là, on se rend compte que oui, on va avoir une forêt qui est beaucoup plus résiliente, plus stable, moins affectée par les changements globaux qui risquent d'arriver. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, j'arrive à la fin. Je vous avais parlé du plan Marshall, et je vais essayer de résumer un peu ce que je propose, puis après ça, bon, on va prendre des questions, puis on aura une belle discussion. Mais je pense que la première chose à faire, c'est vraiment d'abandonner l'idée qu'il faut maintenir la même composition de nos forêts pour les 100 prochaines années. C'est dommage, c'est triste, mais avec les changements climatiques, les menaces, je pense que c'est quelque chose qu'on doit accepter de faire. Il faut évidemment arrêter de dire qu'il faut planter des espèces commerciales. Combien de fois je me fais dire, c'est beau, Christian, ce que tu proposes, mais tu vas planter des espèces qui ne sont pas commerciales. Moi, je leur dis, les espèces qu'on plante aujourd'hui vont devenir matures dans 50, 80 ans, et on n'a aucune idée quels vont être nos besoins dans 50, 80 ans. Ce qu'on sait, c'est qu'on a besoin des forêts, on veut des forêts résilientes. Et ça, pour moi, c'est le plus important. On doit, évidemment, surtout pas faire l'erreur, et c'est pour ça, en fait, que j'ai accepté de venir faire la présentation. Suite au feu qu'on a eu cette année, le réflexe serait « plantons des forêts résistantes au feu ». Et si on fait ça, bien, qu'est-ce qu'on va avoir l'année prochaine? Des sécheresses ou des insectes, des maladies, des inondations? Il faut vraiment regarder l'ensemble des problèmes puis se dire, essayons de gérer ou d'aménager nos forêts pour une panoplie de problèmes et même plus loin pour l'incertitude. Donc, et la meilleure façon de gérer des forêts pour l'incertitude ou vos placements financiers, c'est quoi? Diversifier de façon intelligente avec des espèces qui vont réagir de façon différente. Bon, il faut adopter une foresterie de résilience et d'adaptation. Ça, c'est majeur. Ce n'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une foresterie qui s'assure qu'on maintient le même type de composition qu'avant et on favorise des espèces commerciales que les usines utilisent aujourd'hui. Et pensez un peu à l'aberration de ça. On a une usine, je vais prendre un exemple. On a une usine de papier journal. Ça n'existe presque plus. Mais pendant longtemps, on avait des usines de papier journal et on plantait des espèces qui étaient des bonnes espèces pour faire du papier journal. Mais toutes les usines ont fermé, mais les arbres ne sont pas encore matures. Mais on pense que les besoins vont être les mêmes dans 50, 80 ans. Moi, je me dis, arrêtons de penser comme ça. Plantons les meilleures espèces d'arbres, la meilleure diversité, puis on va trouver des utilisations intéressantes pour nos espèces. Donc, quand on fait ça, il faut évaluer les menaces potentielles. Ça, c'est important. Il faudrait faire une évaluation dans chaque région du Québec. Ce n'est pas les mêmes menaces. Dans des régions, il y a plus de risques de feu. Dans certaines régions, plus de risques de sécheresse. Et donc, de choisir des espèces adaptées en fonction des différents risques, en fonction du climat qui s'en vient. Évaluer la diversité, la connectivité fonctionnelle, je l'ai mentionné. Il faudrait favoriser par la régénération naturelle ou la plantation des espèces qui ont des caractéristiques importantes, manquantes dans le territoire. Il faudrait évidemment, à chaque fois qu'on fait une plantation, ne pas planter une espèce. Faire des plantations multi-espèces, ça me paraît assez évident. Éliminer les monocultures. Commencer à faire de la migration assistée. Ça, c'est controversé. Ça veut dire qu'il faut commencer à faire migrer des espèces du sud vers le nord en fonction des changements climatiques, en fonction des connaissances qu'on a, évidemment en fonction des sols aussi. On ne peut pas planter n'importe quoi dans le nord. Des fois, les sols ne sont pas assez riches, mais on a quand même une palette d'espèces intéressantes et on devrait commencer à penser à faire ça. Et peut-être le plus grand défi, c'est celui-là, c'est d'accepter que la forêt doit changer. On ne peut pas
conserver le même type de forêt dans tous les cas, parce que les conditions sont tellement changeantes, vont tellement continuer à changer, on doit se poser des questions. Quelles sont les meilleures espèces qu'on devrait avoir aujourd'hui, qui peuvent bien pousser aujourd'hui, mais qui vont aussi pouvoir bien se développer dans le futur? Puis j'aime toujours dire ça, qu'il faut évidemment penser globalement puis agir localement. C'est-à-dire, oui, on peut penser à ce qui s'en vient dans la planète, mais agissons autour de nous en faisant des actions qui sont importantes, dont la diversification des forêts. Merci.